La mort de quelqu'un n'est jamais liée à un seul facteur, sauf s'il s'agit d'un cancer ou d'une maladie. Bon, il a eu une attaque cardiaque pendant la nuit. Je pense qu'il y a eu un stress considérable pour fournir le film en temps voulu aux producteurs de Eyes Wide Shut, à la Warner, mais que d'autre part, il est probable qu'il y avait un stress mental très, très fort du sort qu'avait connu sa fille. Ce film me résistait, je l'aimais pas autant que les autres films de Stanley Kubrick. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé vraiment à le regarder énormément. Au cœur du film, je sentais qu'il y avait un mystère. C'est-à-dire, c'était pas comme un film comme ça qui aurait glissé sur moi, comme ça peut arriver, avec des films même de grands maîtres. Là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui demandait qu'à être appréhendé, mais qui était caché quelque part. Et un jour, il m'est arrivé une sorte d'illumination, c'est-à-dire quand j'ai vu la première scène, cette scène très célèbre là, de Nicole Kidman qui laisse tomber sa robe, j'ai vu quelque chose dans le décor qui m'a interpellé. J'ai vu cette espèce de pyramide comme ça que dessinait l'arrangement des rideaux de la fenêtre de la chambre. Il m'est apparu tout d'un coup une espèce de figure un peu kabbalistique comme ça, enfin proche de l'emblème maçonnique des deux colonnes doriques avec le compas maçonnique et la pyramide, d'ailleurs qu'on peut voir sur le billet de $1. Et je me suis souvenu de l'affiche d'Orange Mécanique qui reproduisait déjà ce triangle avec un œil au-dessus, qui est le symbole aussi maçonnique. Je me souvenais du monolithe de 2001 l'Odyssée de l'espace, enfin de plein de figures dans les films de Kubrick où on retrouvait cette image de la pyramide ou du triangle. D'ailleurs, vous pouvez voir dans la partouze, quand Tom Cruise est confronté à la fin au grand maître, là, ils sont tous en cercle, sur d'ailleurs un tapis rouge, et on voit qu'il y a un des participants qui a le masque de la pyramide avec l'œil. Please, come forward. Je m'étais renseigné sur l'utilisation de la couleur rouge, parce que Kubrick avait s'est toujours extrêmement méfié des puissances dominantes. Enfin, il a donné des entretiens dans lesquels il disait qu'il fallait toujours se tenir extrêmement éloigné des gens de pouvoir, quoi. Ça avait l'air pour lui d'être quelque chose de très corrupteur. Et la couleur rouge, c'est souvent associé, au tout début, en tout cas, à la famille Rothschild. Le pseudonyme Rothschild, c'est Rothschild, ça veut dire le panneau rouge. Et c'était les ancêtres Rothschild étaient connus pour avoir une porte rouge chez eux ou une enseigne rouge comme ça. Et ça venait de là. Et ce qui est drôle, c'est que les familles Rothschild, bien sûr, font partie des familles dominantes qui sont souvent citées dans les théories conspirationnistes du nouvel ordre mondial, de par leur puissance financière. Et ça peut servir aussi des théories assez fumeuses, donc c'est toujours dangereux de s'engager là-dedans. Et ce qui est drôle, c'est que la ville anglaise où a été construit ce château qu'on voit dans Eyes Wide Shut là, pendant l'orgie, et qui appartient à la famille Rothschild, et qui d'ailleurs est le château où Christopher Nolan a situé les Batman, la demeure de Bruce Wayne dans Batman Begins, dans Dark Knight et Dark Knight Rise, c'est le château d'Eyes Wide Shut, ça s'appelle Mentmore Towers. Et il y a une place du village où, paraît-il, il y a des statues de personnages en costume vénitien avec des masques, qui sont exactement ce qu'on voit dans l'espèce d'orgie masquée. Alors après, je me suis dit, est-ce que c'est un hasard, quoi ? Par exemple, il n'y a aucune allusion au judaïsme dans Eyes Wide Shut. C'est quelque chose que Kubrick a complètement gommé. À l'époque, Vienne, la grande métropole, était peuplée de beaucoup de juifs, et New York est connue pour être aussi une ville extrêmement peuplée par des gens de confession juive. Mais à part ça, le personnage s'appelle William Harford, il a l'air d'un bon goy wasp américain. Et il a l'air d'avoir un rapport compliqué avec son judaïsme. Il n'a jamais vraiment traité de ça, il voulait faire un film sur l'Holocauste, finalement il ne l'a pas fait. Là, de supprimer toute allusion au judaïsme dans Eyes Wide Shut, c'est sûrement pas innocent. Lui, en tant que juif, puisqu'il est d'origine juive, il avait épousé une femme, Christiane Harlan, qui était la nièce de Veit Harlan, qui est quand même le cinéaste qui a réalisé l'un des films phares du nazisme, qui s'appelle Le Juif Zus. Elle pourrait très bien être très indépendante de son oncle, et elle a même donné des interviews pour dire qu'il ne faisait que ce qu'on lui demandait. S'il avait refusé, il aurait peut-être couru un danger. Elle a essayé peut-être de le protéger, peut-être que c'est vrai. En tout cas, Le Juif Zus, c'est un des films phares du
film antisémite. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, moi j'en ai vu des extraits, c'est quand même assez délirant. Vous voyez un juif, et après vous voyez en fondu enchaîné, il y a un rat. Et on vous compare vraiment les juifs et les rats de manière visuelle comme ça. Donc c'est quand même, ça fait pas débat, quoi. Je me voyais vraiment un film qui avait des parentés avec un film que Kubrick aimait beaucoup, hein, Eyes Wide Shut. Pour moi, ça c'était un peu comme Rosemary's Baby, c'est-à-dire c'était une femme comme ça, qui était sous le contrôle d'un culte satanique. J'y voyais un film dans ce registre-là, quoi, où rien n'était vraiment dit, mais c'était suggéré. Alors chez Polanski, ça va beaucoup plus loin, hein, mais je voyais un truc comme ça. What have you done to it? What have you done to its eyes? He has his father's eyes. What are you talking about? Guy's eyes are normal. What have you done to him, you maniac? Satan is his father, not Guy. He came up from hell and begat a son of mortal woman. Hail, Satan! Hail, Satan! Satan is his father, and his name is Adrian. He shall overthrow the mighty and lay waste their temples. He shall redeem the despised and wreak vengeance in the name of the burned and the tortured. Hail, Adrian! Hail, Adrian! Hail, Satan! Hail, Satan! Et sachant que Cruise était scientologue, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que l'officier de marine, c'est une allusion à la scientologie. C'est-à-dire, ça n'est pas dans la nouvelle de Schnitzler, il n'est pas officier de marine. Et elle, en décrivant cet homme comme ça, en officier de marine, pour qui elle aurait tout abandonné, qui en la regardant était capable de la subjuguer, elle décrit franchement le lien qui la rattache à son watcher, c'est-à-dire à la personne qui la conditionne et qui la fait rentrer, qui l'a brainwashée en fait. Ron Hubbard était officier de marine. Et la Sea Org, c'est l'élite de la scientologie, ils sont tous en officier de marine. Et ce que j'ai appris après, c'est que la fille de Kubrick avait disparu dans la scientologie au moment où il était en train de préparer Eyes Wide Shut, donc c'est pas un hasard non plus pour moi. Je connais très bien la veuve de Stanley Kubrick, Christiane. Juste après sa mort, elle m'a accueilli dans sa maison pour me faire une projection de Eyes Wide Shut, qui était terminée mais n'était pas sortie. Et elle m'avait confessé que l'aînée des deux filles de Kubrick était prisonnière de l'église de Scientologie depuis 1998, juste un an avant Eyes Wide Shut, et elle n'a plus revu son père depuis. Elle est venue à l'enterrement de son père accompagnée de 2 gardes du corps qui l'ont raccompagnée à l'aéroport et ils sont repartis avec elle. Et sa sœur est morte d'un cancer 7-8 ans après. Elle n'est pas allée à l'enterrement de sa sœur. Et l'Église exerce un racket, des pressions pour obtenir de l'argent. À l'époque de Eyes Wide Shut, on disait même que Cruise voulait prendre ses distances avec la scientologie, parce que Nicole Kidman était plutôt opposée à ça. Et il y avait un type qui était tout le temps avec eux, qui était comme un type du KGB dans l'URSS des années 50, un type qui s'appelle Michael Doven, et qui est crédité comme producteur associé de quasiment tous ses films, alors que c'est juste un scientologue. C'est lui qui dit à Nick, tiens, tu pourrais venir avec moi 1 minute, et il s'en va avec, et c'est lui. Donc c'est pas un hasard si je pense que Kubrick a choisi ce type-là pour en plus en fait le secrétaire de l'homme qui représente la secte. Je pense qu'il a fait un film aussi sur son acteur principal, c'est-à-dire dans lequel il a projeté aussi sa fille, c'est-à-dire tous ces gens qui se font abuser par des espèces d'organismes comme ça qui les contrôlent. Le personnage de Mandy qui est retrouvée morte, ancienne reine de beauté, c'est une victime de ces gens-là. On entend le requiem de Mozart à ce moment-là aussi, ce qui est très étrange dans une taverne new-yorkaise. C'est une musique maçonnique aussi, parce que Mozart était maçon. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de requiem comme ça pour une enfant perdue, pour une enfant déchue. J'y vois un petit peu ce que Kubrick pouvait ressentir vis-à-vis de sa fille, comme ça, qui avait disparu et qui lui avait été arrachée. Et ça rend le film, je trouve, encore plus poignant et plus personnel. La première fois qu'Alice nous est présentée, elle est de dos, nue, et on voit cette robe qui tombe comme ça. Et pour moi, il y a une rime dans le film à un moment avec ça. C'est la fameuse scène pendant l'orgie, où on voit les femmes, pendant la litanie, sont habillées de grandes robes comme ça, qui à un moment tombent pour les découvrir nues. Et ça fait vraiment écho à la robe qui tombe de Nicole Kidman, comme si elle retrouvait un automatisme de la personnalité programmée.
Et c'est ça qui la rattache aux femmes de l'orgie. On a l'impression que la femme qui sauve Tom Cruise pendant l'orgie, elle est très proche de Nicole Kidman. Visiblement, c'est la fille que Cruise avait un petit peu soignée chez Sidney Pollack. C'est tout est fait pour nous dire que c'est la même femme. Mais elle a le même genre d'acuité visuelle exceptionnelle. C'est-à-dire, malgré le masque, elle le reconnaît. C'est-à-dire que quand il arrive avec son masque, elle vient vers lui immédiatement en lui disant « Tu n'es pas supposé être là », alors qu'elle a finalement aucun moyen de l'identifier. La femme que joue Nicole Kidman, on dirait qu'elle a le Shining par moment, c'est-à-dire que quand il va coucher avec la prostituée, elle est capable de... Comme si elle le voyait à distance, comme ça, quand il ausculte une jolie fille les seins nus, on dirait qu'elle est capable de le voir, parce qu'après elle lui fait référence à ça quand il s'engueule dans la chambre. Donc on a un peu l'impression d'une femme clairvoyante, qui voit carrément les choses, alors que le mari est vraiment décrit aussi comme Eyes Wide Shut, c'est-à-dire quelqu'un qui voit rien. C'est-à-dire, on voit dès le premier plan du film, Alice, elle a des lunettes. Lui, le premier plan du film, il ne sait pas où il a mis son portefeuille. Il est dans le noir, et il dit « Est-ce que tu as vu mon portefeuille ?» Et elle sait où il est. Lui n'est identifié que par son argent. Dans tout le film, il est là à sortir des bifetons chaque fois qu'il veut quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui n'existe que par sa position sociale, ce qui explique qu'il ait pu être acheté et corrompu par le personnage de Pollack, qui lui fait des tas de cadeaux, et on voit l'appartement dans lequel il vit, c'est un appartement qui est impensable pour un médecin généraliste à New York. Enfin, c'est un truc de je sais pas combien de mètres carrés, et on voit que s'il a choisi cet appartement-là pour ce personnage-là, ça sous-entend quand même qu'il y a des dessous de table et que c'est quelque chose qu'il n'a pas pu se payer juste avec son salaire de médecin. Dans Eyes Wide Shut, vous avez des tas de moments qui sont étranges et pourtant qui ne sont pas filmés différemment du reste du film, mais quand il marche dans la rue, on a l'impression que ce paysage comme ça nocturne de rue new-yorkaise devient presque un paysage mental. Par exemple, vous avez certaines architectures de rue qui sont étranges, c'est-à-dire la boutique du loueur de costumes, on voit l'angle de la rue, tout ça, et le jour, elle est très différente cette rue quand il s'y rend après. Comme si la nuit et le jour les décors changeaient. Donc il y a plein de touches comme ça, un peu impressionnistes dans le film, qui si on les regarde bien, ont l'air de donner des indices, mais il n'est jamais dit par exemple que le personnage de Tom Cruise rêve. Moi, après, ce qui m'a vraiment engagé là-dedans, c'est qu'en revoyant Shining, j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu. Dans la célèbre scène où le petit garçon Danny découvre le salon de jeu de l'hôtel Overlook, il voit les jumelles fantômes apparaître pour la première fois. Au mur du salon de jeu, je vois une affiche avec un skieur, et je vois le mot monarque. M-O-N-A-R-C-H. C'est un mot très connu pour tous les gens qui sont intéressés à ça. Ça fait référence à une sorte de traitement de contrôle de l'esprit que la CIA aurait exercé sur énormément de cobayes pour les transformer en espèces d'esclaves ou de tueurs automatisés. C'est le mythe du célèbre Manchurian Candidate, comme ça le type qu'on a brainwashé et à qui on dit un jour chewing gum, et le type va prendre un flingue et va tuer Kennedy ou n'importe qui, et après quand on lui redit chewing gum, il se souvient plus de rien. Hey, Sarge, cut it up. Quiet, Ed, please. Now you just sit there quietly. Cooperate. Yes, ma'am. Il y a des livres qui ont été écrits sur ce traitement. Monarch est une fraction de MKUltra. Il y a un film qui s'appelle Complot de Richard Donner avec Mel Gibson et Julia Roberts qui parle de MKUltra. Enfin, on voit Mel Gibson soumis au traitement MKUltra, qui était donc un ancien tueur professionnel drogué par la CIA et transformé en esclave. Et ça fait complètement sens avec Kubrick, c'est-à-dire c'est comment transformer l'humain en robot, quoi. Alors la manipulation mentale chez Kubrick, elle est un peu à l'œuvre partout. Enfin, le contrôle de l'esprit, c'est bien sûr l'ordinateur de 2001 qui lit sur les lèvres des astronautes, qui est capable quasiment d'anticiper leurs mouvements, enfin, comme une espèce de génie. Vous avez bien sûr le personnage de Jack Nicholson qui est complètement sous influence des fantômes de l'hôtel, qui commence à le brainwasher aussi pour le convaincre de tuer sa femme et son fils. Vous avez le sergent instructeur de Full Metal Jacket qui endoctrine quasiment ses troupes pour en faire des robots. Tous ces traitements de l'esprit, MKUltra, traumatisent des gens de manière extrêmement violente pour les briser et pour les reconstruire. Comme si on effaçait absolument tout ce qu'ils avaient comme mémoire et on les reconstruit avec des techniques extrêmement complexes qui peuvent allier l'hypnose, le traitement par drogue, pour les conditionner et fragmenter surtout leur personnalité. C'était mis en place en fait par des nazis. Au départ, c'est
les gens dans les camps de concentration qui étaient chargés de faire des expériences sur les prisonniers, les fameux docteurs Mengele et compagnie, qui ont été exfiltrés par les Américains à la fin de la guerre dans une opération qui s'appelait l'opération Paperclip. Et ces gens-là sont venus travailler pour le compte de la CIA après, dans des asiles d'aliénés. Il y a un film de Scorsese, récent d'ailleurs, qui s'appelle Shutter Island, où on voit le personnage de Leonardo DiCaprio, qui a participé à la libération d'un camp de la mort, donc qui est hanté par toutes les images des camps, et qui se retrouve face à un Allemand, qui est joué par Max von Sydow, qui travaille dans l'asile et qui fait des expériences. Vous avez par exemple le film célèbre de John Schlesinger qui s'appelle Marathon Man, où on voit un personnage joué par Laurence Olivier, inspiré de Mengele, carrément, qui travaille avec la CIA, quoi. Qu'est-ce que c'est que le docteur Folamour de Kubrick, sinon un ancien nazi qui collabore avec le gouvernement américain, donc là, les survivances de l'inanisme dans les institutions américaines, c'est quelque chose qui l'interpellait, quoi. Le traitement qu'on voit dans Orange Mécanique, c'est quelque chose qui est extrêmement proche de ce que peut être MK Ultra. C'est-à-dire, c'est briser quelqu'un, c'est-à-dire s'il a été violent, on lui fait subir la violence, pour le transformer après en mouton, c'est-à-dire le déposséder de son libre arbitre. Et moi j'y voyais après, bien sûr, des connotations sexuelles, parce que chez Kubrick, là, dans Eyes Wide Shut, il ne s'agit pas de fabriquer des tueurs programmés, il s'agit de fabriquer des femmes complètement instrumentalisées pour le plaisir des élites. Et ça, c'était annoncé dès Dr. Folamour, dans le speech de fin du Dr. Folamour. I would guess that a dwelling space for several 100,000 of our people could easily be provided. Well, I would hate to have to decide who stays up and who goes down. Well, that would not be necessary, Mr. President. Could easily be accomplished with a computer. Of course, it would be absolutely vital that our top government and military men be included to foster and impart the required principles of leadership and tradition. Actually, they would breed prodigiously, eh? There would be much time and little to do. But with the proper breeding techniques and a ratio of, say, 10 females to each male, I would guess that they could then work their way back to the present gross national product within, say, 20 years. J'ai lu un livre, soi-disant écrit par une femme qui aurait été sous contrôle de l'esprit. Elle raconte comment elle a été victimisée par son père, sa famille, violée à plusieurs reprises pour en faire un personnage complètement dépossédé de toute volonté et prête à servir d'esclave sexuel à Ronald Reagan, enfin pour des gens qui sont nommés dans le livre. Et ça décrit quand même des choses sur la réaction du cerveau face à des traumas de type Monarch et MK Ultra. Et elle racontait qu'elle avait une acuité plus développée, qu'elle voyait des choses plus clairement, qu'elle semblait entendre des choses plus clairement. Et ça fait penser au gamin de Shining qui a cette habilité comme ça à voir les choses dans le passé, dans le présent, dans le futur, différemment. Et l'enfant de Shining est un enfant traumatisé, c'est-à-dire on voit bien, il a été traumatisé par son père alcoolique, qui l'a battu, qui le viole peut-être même, à un moment c'est clairement suggéré dans le film, où il y a l'enfant qui vient voir son père dans sa chambre. On voit Nicholson qui est complètement assis au bord du lit, le regard perdu, entre deux miroirs d'ailleurs, comme s'il était déjà en train de se dédoubler. Et après, l'enfant vient s'asseoir sur le lit et ils ont une conversation. Et après, la scène se termine brusquement. Mais on ne sait jamais comment la scène s'est terminée. Et dans la version américaine, il a un éblouissement avant de partir à l'hôtel Overlook. Et Shelley Duvall laisse entendre au médecin que ça a commencé à partir du moment où Jack Nicholson s'est mis à brutaliser son fils, comme si le Shining était apparu à ce moment-là. Et ça faisait le lien avec ce que racontait Cathy O'Brien, cette femme, dans son livre, c'est-à-dire que le trauma déclenchait une espèce de perception nouvelle des choses, comme avec une acuité plus grande. Il travaillait sur Artificial Intelligence aussi, à l'époque, et Artificial Intelligence, c'est l'histoire d'un enfant robot, mais qui est à un moment clairement poursuivi par un réseau de pédophiles, puisque vous voyez, il est même son Gemini Cricket, c'est un androïde prostitué qui s'appelle Gigolo Joe. Et pour moi, c'était une autre obsession de Kubrick, ça c'était vraiment les réseaux pédophiles et l'abus sur les enfants. Donc de la manipulation mentale, c'est-à-dire de Nicole Kidman sous contrôle d'MK Ultra, comme le Manchurian Candidate du film de Frankenheimer, fait des cauchemars qu'il ne peut pas identifier, qu'il identifie comme rêve, enfin qu'il explique comme rêve, alors qu'en fait ce sont des choses qu'elle a vécues en tant qu'esclave conditionnée, c'est-à-dire qui lui reviennent comme ça, mais qu'elle ne peut pas interpréter des fragments de mémoire comme ça.
Je parle aussi des abus faits sur les enfants. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de films de Kubrick, hein, dans Lolita, puisque Peter Sellers travaille pour un réseau pédophile, et Lolita quand même décrit une sorte d'amour pédophile. Hein, quand même. Dans Orange Mécanique, on voit qu'Alex est dragué par son précepteur au début, qui lui met carrément la main au panier. Dans Barry Lyndon, en tout cas, il y a des violences faites sur Lord Bullingdon par Barry, hein, qui lui donne des coups de trick. Dans Full Metal Jacket, on voit ces jeunes, c'est pas des ados, mais des post-ados qui sont quand même sadisés. Il y a des prostituées vietnamiennes qui sont quasiment mineures. La tueuse, à la fin, a l'air d'avoir 15-16 ans. Hein. C'est presque déjà une tueuse programmée aussi, hein, pour le Viet Cong. Sur la prostitution enfantine, c'est vraiment là, le passage chez Militch, le loueur de costumes, hein, qui clairement aborde le sujet, puisque on voit clairement un père qui prostitue sa fille à cette occasion-là. Et donc toutes les allusions sur l'arc-en-ciel, et bien sûr qui dit Rainbow, dit Over the Rainbow, dit le magicien d'Oz, et on voit la boutique, c'est Under the Rainbow, et il y a Over the Rainbow, hein, dans les structures de la boutique qui est sur 2 niveaux. Et il se trouve que le magicien d'Oz, comme Alice au Pays des Merveilles, comme pas mal de films de Walt Disney, est utilisé comme matrice de programmation mentale par les gens qui utilisaient Michael Ultra et Monarch. Ladies, where exactly are we going? Exactly. Where the rainbow ends. Where the rainbow ends. Don't you want to go where the rainbow ends? Vous avez vu The Manchurian Candidate? On voit le personnage de Laurence Harvey, qui est le tueur programmé, qui a des cauchemars pendant la nuit, et il se voit en train de participer à des réunions Tupperware avec des ménagères américaines. Et tout d'un coup, une ménagère se transforme en asiatique. Et on voit clairement que le truc de la réunion Tupperware est une espèce d'image qui a dû être implantée pour cacher le traumatisme et le lavage de cerveau fait par les Coréens, puisque ça se passe pendant la guerre de Corée. Voilà, de la même manière, Frank Baum, qui écrivait donc Magicien d'Oz, était un type qui faisait partie d'une espèce de société occulte, la théosophie. Et Lewis Carroll lui-même, Alice au Pays des Merveilles, il y avait quand même des tendances pédophiles. Alors je ne sais pas que Frank Baum aussi, mais il y a quand même toujours cette vision comme ça d'une fille hypnotisée ou qui passe de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Et passer de l'autre côté de l'arc-en-ciel, c'est une manière d'être de côté de l'hypnose. Enfin, vous avez l'impression que tout le monde est différent, que tout est... alors qu'en fait vous êtes toujours dans le même monde, mais vous le percevez de manière différente. Once in a lullaby, Pourquoi le traitement de lavage de cerveau dérivé du traitement MK Ultra s'appelait Monarch? C'est parce que ça fait référence à un papillon qui s'appelle le Monarch Milkweed, et parce que les cobayes qui étaient soumis à ce traitement, dans la base d'électrochocs, avaient l'impression de flotter ensuite, comme un papillon, quoi. Il y a cette idée que la chenille devient papillon, donc de transformation comme ça du cobaye aussi. Et quand vous voyez la petite fille du couple Cruise et Kidman au tout début du film, vous voyez qu'elle a des ailes de papillon. Et ce personnage me posait problème aussi. On peut l'enlever du film, il n'y a rien qui change. Or, s'il l'a mise là, c'est pour une raison. Alors dans les entretiens qu'il a avec Frédéric Raphaël, il a l'air de sous-entendre que ce couple doit avoir un enfant. Parce que c'est une manière de supprimer un problème qu'ils pourraient avoir. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire ils sont infidèles, ils cherchent à aller voir ailleurs parce que finalement leur couple ne marche pas. Et pourquoi ils ne marchent pas? Parce qu'ils n'ont pas pu faire d'enfants, ou qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc ils voulaient leur donner un enfant, ils voulaient leur donner tout ce qu'on pouvait imaginer de mieux pour un couple, c'est-à-dire l'aisance sociale, la beauté physique. Ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux et en même temps ils sont insatisfaits et ils vont chercher ailleurs. Ça peut être une explication tout à fait recevable. Mais quand on voit après vraiment tout ce qui est sur la prostitution infantile, l'abus des enfants, après moi je l'ai vu quand même quelque chose d'assez clair, c'est-à-dire que ça préfigure ce que Nicole Kidman a subi. On se dit que la petite va peut-être un jour le subir, et peut-être même avec la complicité de la mère, qui l'habille un petit peu comme une poupée, qui la prépare, parce qu'en fait l'image de la femme dans Eyes Wide Shut, c'est quoi? C'est qu'une femme doit être un objet de désir, prête à satisfaire les désirs d'un homme, ou des hommes. Et le thème de la poupée dans le film, on le voit même à la fin, avec la petite fille qui a découvert une poupée, et toutes ces femmes pendant la partouze ont l'air de grandes poupées Barbie, comme ça, qu'on utilise pour comme si c'était des poupées gonflables, et on a l'air de dire que la petite fille pourrait à un moment suivre le même chemin. Ce qui est très troublant dans la dernière scène, quand vous la voyez dans le magasin de jouets,
c'est qu'il y a des symboles en fait partout de ce qu'on a vu à Somerton. Vous voyez, il y a un jeu qui s'appelle The Magic Circle. Il y a des pentacles, il y a des étoiles partout. Il y a des ours en peluche partout. Et l'ours en peluche est un symbole de l'enfance maltraitée aux États-Unis. Et dans Shining, il y a des ours aussi. Ça revient très fréquemment. Et vous voyez, la dernière fois qu'on voit la gamine, Cruise et Kidman sont déjà en train de discuter en se demandant est-ce qu'on va rester ensemble, est-ce qu'on va divorcer. Et on voit la petite qui leur jette un regard, comme ça, c'est la dernière fois qu'on la voit, elle s'éloigne dans les rayonnages du magasin. Et si vous regardez bien, mais alors là je pousse un peu loin, mais c'est dans le film, hein, on le voit, il y a 3 personnages qui carrément la prennent en sandwich. C'est-à-dire, vous voyez, il y a 2 types qui sont en train de regarder des ours, et il y a un mec avec des cheveux un peu longs, et on reconnaît vraiment 3 types qui sont à la soirée chez Sidney Pollack au début. Il y a un serveur qui a des cheveux longs, et il y a 2 types qui sont clairement vus en train de discuter, assis à une table au pied de l'escalier, quand Cruise monte voir Pollack quand il le fait appeler dans la salle de bain. Donc après on peut se dire, tiens, Kubrick s'est pas emmerdé, il a repris des figurants... Mais ça paraît un peu bizarre qu'il ait repris des gens comme si tout d'un coup Nicole Kidman détournait l'attention de son mari pour que sa fille soit peut-être kidnappée par 3 autres types. Toutes ces théories-là, de toute façon, ont été utilisées au cinéma et ont inspiré des films, mais chez Kubrick, c'est pas dit. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui pour moi est rampant. C'est-à-dire, c'est le dessin dans le tapis. C'est-à-dire, c'est pas un film sur le contrôle de l'esprit, vous pouvez tout à fait le voir comme le film inspiré de la nouvelle de Schnitzler sur les errements, mais il y a quand même au cœur de ce film quelque chose qui est complètement mystérieux, et qui pour moi va bien plus loin, et qui est le vrai sujet du film, Pourquoi les théories de conspiration nous séduisent tellement c'est parce qu'elles rendent finalement le monde logique, c'est-à-dire que vous vous dites rien n'arrive jamais par hasard, c'est-à-dire alors que si, il y a des choses, les gens meurent, mais quand c'est quelqu'un de connu, on dit toujours il n'a pas pu mourir dans un accident de voiture, comme le Pékin moyen, il y a forcément un assassinat, et c'est pour ça que ces thèmes-là sont très cinégéniques, Blowout parle entièrement de ça. Mais dans la vie de Palma, on me racontait qu'il ne croyait pas tellement aux conspirations, mais c'est quelque chose qui au cinéma est très très séduisant, parce que ça vous permet en fait de faire un scénario comme ça, tout a une logique, et ça présente une vision vachement rassurante du monde, c'est-à-dire que finalement la part d'inconnu n'existe pas, c'est-à-dire que tout arrive pour une raison. Et en tout cas, dans Eyes Wide Shut, pour revenir à ce film-là, moi je trouve que finalement ça décrit beaucoup plus que ce qu'on voit. Et il y a un autre film quasiment fantôme, qui est là et qui pour moi parle clairement de contrôle de l'esprit. Alors après, moi, mon interprétation, on peut la discuter, mais personne ne pourra discuter le fait que ça parle franchement d'un homme qui a les yeux grands fermés parce qu'il ne voit pas ce qu'il a autour de lui, Et ça, il est abusé aussi bien par une secte que par... il ne sait pas lire le monde qui l'entoure, Et ça, c'est sur le thème du regard, de l'appréhension du monde, et c'est quelque chose que Kubrick vraiment traitait dans tous ses films.